Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50, c'est l'heure du journal. Et voici les titres de l'actualité de ce mercredi 31 août 2022. Nouvelle menace sur la rentrée scolaire. Des enseignants font la grise mine face aux dispositions prises par le gouvernement. Certaines de leurs revendications ignorées. Ils annoncent un mouvement d'humeur le 5 septembre prochain. De nouvelles victimes du choléra au Cameroun. 2 décès sur les 8 cas enregistrés à Edea. Les autorités mènent la réflexion pour éradiquer cette maladie dans la ville. Et la course aux inscriptions sur les listes électorales est terminée. Elections Cameroun a achevé sa campagne ce 31 août après 8 mois de terrain. À suivre dans ce journal le directeur général d'Elections Cameroun. Voilà pour les titres. La communication du gouvernement sur les dispositions prises pour une rentrée scolaire sereine n'a pas plu aux enseignants pour cause. Certaines de leurs revendications n'ont pas été prises en compte. Courroucés, ils annoncent une action le 5 septembre prochain si rien n'est fait. Les précisions avec Delphine Foncoutene et Constant Kamgar. Le gouvernement fait sa rentrée ce 30 août avec dans son cartable d'anciens cahiers, d'anciens dossiers. Nos compatriotes, profitant de tous ces désordres qui s'étaient établis pendant un certain temps, veulent lever les enchères. Pas de surenchère ni de chantage. L'extrait de la communication gouvernementale qui fâche les enseignants. Le gouvernement a tendance à dire que nous faisons de la surenchère comme si nous avions ajouté de nouvelles revendications, mais pourtant ce sont les mêmes revendications qui sont toujours posées sur la table. Face à la presse à Yaoundé, chacun de ces 5 membres du gouvernement fait des révisions. Bien que conscient de ce que certaines revendications restent en suspens. Il faut dire à ce moment que les mesures à prendre doivent être prises pour tous les fonctionnaires de l'État du Cameroun. Et cela demande que, relativement à l'activité économique et à sa production, des réunions soient tenues pour être sûr que nous pouvons être capables d'adresser les nouvelles augmentations financières. Dans la classe d'en face, on ne l'entend pas de cette oreille. Les emplois de temps des seigneurs de la CRES cette année portent la discipline manif. Il s'agira justement d'observer l'opération Craie morte, de mener aucune activité pédagogique. Pour une rentrée scolaire en toute sérénité, telle qu'annoncée par le gouvernement, ces facilitateurs de savoir souhaitent le respect des prescriptions présidentielles. Il a prescrit le paiement des rappels des avancements et des reclassements à partir du mois de juin 2022. Mais pourtant, sur le terrain, le gouvernement ne paye pas et nous dit qu'ils vont évaluer cette dette-là après août 2023 avant de procéder à un plan d'apurement. Nous avons encore les effets financiers des avancements qui ne sont pas encore automatiques. Nous avons la tenue du Forum national de l'éducation au cours duquel doivent être posés des problèmes structurels. En attendant et à jour J-5 du retour des classes, on croise les doigts. Et croisez les doigts le temps que vous voulez. Vous, parents, vous ne pouvez plus inscrire votre enfant de moins de 3 ans à la maternelle. C'est une recommandation du ministère de l'Éducation de base. Et en cette veille de rentrée, des responsables d'établissement sont confrontés aux parents qui veulent mettre absolument leur progéniture précocement à l'école. Reportage Corinne Tango et Bertrand Tiassé. Sur cette table, images saisissantes, enseignants et parents dans le jeu des inscriptions avec la rentrée scolaire. Le plus souvent, l'échange peut être houleux lorsqu'il évoque l'âge des enfants à inscrire à la maternelle. Les instructions sont fermes et on l'a encore bien recommandé que nous devons respecter ces instructions du ministère de l'Éducation de base. Dans cet établissement de la ville de Yaoundé, par exemple, c'est tolérance zéro. Les recommandations sont respectées à la lettre. Ils ont été fermes. Ils ont été fermes que les inscriptions ici à la petite section commencent à partir de 3 ans. Plus loin, un autre établissement dans l'ambiance des inscriptions. Ici, des faveurs sont accordées à certains parents, mais ce n'est pas sans conséquence. Elles sont là pour ça. Il y a de l'eau et des cas
isolés que nous pouvons enregistrer des enfants qui font encore les selles sur eux. Il y a de l'eau et les mamans là sont vraiment des mamans. Elles les nettoient. Si la tenue est mouillée, nous avons des tabliers qui sont là disponibles. Donc on met le tablier à l'enfant et les vêtements sont lavés. On les expose au soleil. Des maternelles parfois transformées en crèches du fait des besoins spéciaux de certains enfants. Je ne dis pas que ces 2 ans, quelquefois ce sont nos obligations. On se dit l'enfant, son frère qui est beaucoup moins et puis l'enfant resté seul à la maison. Et puis on trouve mieux d'aller peut-être laisser l'enfant dans une école où son frère va souvent rentrer avec lui à la maison. L'objectif au finish est de scolariser les enfants dont les âges sont adaptés au curriculum de la maternelle. Et la Covid-19 est un autre adversaire à affronter pour les chefs d'établissement scolaires. Certains ont renforcé leur dispositif pour mettre les élèves à l'abri de ce virus, certes loin d'être encore une menace, mais dangereuse. Bénédicte Ngono, Bertrand Chassé. C'est le système mi-temps qui sera appliqué ici au lycée classique de Nkol-Bisson à Yaoundé. À J-4 de la rentrée scolaire, des dispositions sont prises pour le respect de l'arrêté conjoint Minijub-Minesec. Un maximum de 60 élèves par classe. Pour les établissements à effectifs pléthoriques, la difficile équation est de gérer le trop-plein d'apprenants. Pour la nouvelle année, nous sommes toujours en mode mi-temps parce que, en fait, on n'a pas assez de salles de classe. On n'a que 37 salles de classe. Et nous avons tout autour de 2800 élèves. L'année dernière, on n'était même pas 60. On avait les 48, on avait des salles de classe de 35 élèves. C'est l'heure des derniers réglages. Ici, la planification intègre un fonctionnement en 2 groupes. Les emplois de temps sont déjà conçus. Le matin, c'est de 7h30 à 12h et de 12h30 à 17h dans l'après-midi. Pas de cours le samedi. Si dans certains établissements, le système mi-temps est la solution adéquate, il est difficile de l'appliquer dans l'enseignement technique. Le lycée technique Blaise Nkol-Bisson, par son proviseur, M. Libouman Bola Bienvenu, avait déjà opté pour ne pas faire la mi-temps parce qu'elle est techniquement impossible chez nous. Nous faisons cours de 7h30 à 17h pratiquement. Et nous avons plusieurs types d'enseignements. Nous avons l'enseignement général des sciences humaines, l'enseignement général scientifique, l'enseignement professionnel, théorique et pratique. Donc il est impossible de faire la mi-temps et de couvrir toutes ces heures. Ici, on opte pour la limitation des effectifs. On est même contraint de les respecter parce que nous avons la contrainte des postes en atelier. Il est difficile, voire impossible de travailler en atelier. Donc il faut faire des rotations. Des dispositions pratiques qui doivent être accompagnées du strict respect des mesures barrières par les élèves afin de garantir une année sans Covid-19. Ils sont également très sollicités à la rentrée scolaire. Les conducteurs de mototaxi sont déjà parés pour cet événement. Ils ont reçu des recommandations pour une attitude exemplaire sur la route. Leslie Poumetia et Thierry Nana. Des casques, des chasubles, des parasols, tout un équipement adopté par les mototaximens de la ville de Douala en cette veille de rentrée scolaire. L'objectif étant d'assurer la sécurité et le confort des élèves sur la route. J'ai d'abord tous mes papiers, permis, assurance, tout ce qui comporte. Et maintenant, je ne porte pas plus de 2 personnes sur la moto. Un contrevent pour empêcher l'air d'entrer, pour éviter que la pluie n'affecte leurs poumons. Ces conducteurs d'engins à 2 roues sont appelés à plus de responsabilités pour lutter contre la clandestinité sur la route. C'est la sensibilisation. Demander aux taximens d'être prudents, d'éviter la consommation des stupéfiants, la drogue et autres, d'être polis et de comprendre de ce que c'est la rentrée scolaire. Ils auront affaire aux enfants. Dès que les parents soient attentifs, parce que nous avons plusieurs personnes qui ont infiltré le secteur des mototaxis, posent des actes ignobles. Il faut prendre un mototaximan qui est identifié. Des dispositions qui ne rassurent pas certains parents. Avant, je pouvais bien confier mes enfants aux chauffeurs de moto et tout, mais avec l'insécurité qui règne dans la capitale maintenant, les enlèvements d'enfants et tout, je pense qu'il est plus prudent pour moi d'accompagner mon enfant moi-même. Désormais, les parents sont appelés à identifier le conducteur de moto par la couleur de son chasuble. On note le jaune-bleu pour Douala Premier,
le jaune marron pour Douala 2e, le jaune pour Douala 3e, le jaune rouge pour Douala 4e et enfin le jaune vert pour Douala 5e. Rappelons qu'au dos du mototaximan sont inscrits son nom et son numéro de permis de conduire. Les cargos ont repris la route dans la ville de Douala. Ils font concurrence aux taxis en raison de leur prix. Ces véhicules sont souvent reconnaissables par leur état préoccupant, ce qui n'inquiète pas du tout les passagers. Le plus important, c'est d'arriver. Reportage, Samuel Bayha. Au milieu des bruits assourdissants, une voix résonne comme une cloche. La voix du chargement des cargos, entendu système de transport urbain, l'un des plus sollicités par la classe défavorisée au Cameroun. C'est d'abord moins cher, le salaire même nous n'avons pas. C'est parfois même à crédit. Parfois ils nous accordent le crédit. Ils sont tellement gentils. Le cargo déjà est plus moins cher que le taxi. Nous prenons de côté Bonabé et 200 pour aider les usagers. Très tôt le matin et à 17h le soir, dans quelques axes de la ville de Douala, une file indienne lorgne le cargo qui pointe à l'horizon. Pour monter à bord, c'est une course contre la montre et l'épreuve des muscles. Les voitures plus proches de la casse que de la visite technique. Les feux stop broyés, des manettes de portières arrachées, les sièges déchirés. Les phares sont juste un ornement. Ils ne brillent pas la nuit. Malgré cet inquiétant décor, le chauffeur vante la sécurité de son départ. Moi particulièrement, j'ai aussi ma boîte à pharmacie. Nous, on essaie de faire le maximum d'efforts de mettre nos passagers en sécurité. Rien n'est sûr pour la boîte à pharmacie. Surchargés dans le cargo, les hommes sont comme des bêtes qu'on entasse. Personne n'est préoccupé par la détresse de ces tombeaux roulants. C'est vrai que c'est inquiétant puisque ça ne passe pas à la maintenance, mais c'est aussi les fautes de moyens souvent. Mais aussi, ça nous amène dans nos lieux respectifs de travail, donc on ne voit pas pourquoi on devrait se plaindre. Sous la menace de plusieurs interdits levés, les conducteurs des cargos se sont camouflés sous la bannière des syndicats. Nous avons un syndicat qui essaie d'organiser pour que nous travaillions en ordre. Parce que quand nous arrivons aussi, à 5 heures, nous faisons le tirage. Sans ces cargos, les déplacements dans la ville de Douala seraient compliqués pour plusieurs usagers de la route. Les autres sociétés de transport urbain peinent à combler la demande. Dans l'actualité également, le choléra déjà à Edea. 8 cas ont été enregistrés dans la ville. 2 personnes ont malheureusement perdu la vie à l'hôpital régional d'Edea. Parmi les mesures prises par les autorités administratives, la sensibilisation. Les détails avec notre correspondant Christian Bock. 8 cas suspects de malades atteints du choléra enregistrés, 4 testés positifs, dont 2 décès et 2 traités. C'est le bilan dressé par l'hôpital régional annexe d'Edea depuis dimanche dernier, jour de la réception du premier patient ici. La réunion d'urgence tenue ce jour par le président du conseil de gestion de l'hôpital, à laquelle prend part les sous-préfets, les maires et le personnel médical, permet de mettre en place des stratégies pour une riposte immédiate. Il s'avère que nous avons eu 2 cas, particulièrement de décès. Tous ces phénomènes, toutes ces statistiques nous ont amenés pour prendre la mesure de cette pandémie, de cette épidémie, dans la mesure où les cas qui viennent devront être pris en charge. Si le taux de guérison ici tourne encore autour de 80,9%, la sensibilisation par les agents sanitaires dans les quartiers et villages doit s'accentuer pour maintenir le cap. On a vraiment besoin d'une action forte dans la communauté pour que les gens soient conscients de ce que le choléra existe et que le choléra tue. On laisse passer à beaucoup de croyances. Les gens pensent qu'il s'agit d'une désintoxication volontaire. Mais ce message ne passe pas. Informer les populations, les sensibiliser à la réalité de cette pandémie, de cette épidémie, et notamment à la dangerosité, c'est-à-dire c'est une maladie, c'est une épidémie qui peut tuer. La bonne cuisson des aliments, le nettoyage des latrines après usage, la consommation d'une eau potable et le lavage des mains sont là quelques mesures barrières à mettre en pratique pour combattre le choléra dans la ville d'Edea et ses environs.
Autre information importante, les inscriptions sur les listes électorales ont pris fin ce jour après 8 mois de campagne de sensibilisation. Le directeur général de Elections Cameroun s'est rendu dans les points d'inscription de la ville de Douala, notamment dans les antennes communales de Douala 3e, de Douala 2e, ainsi qu'à l'agence régionale de l'ECAM. À l'issue de cette tournée, Eric Soucet s'est réjoui de la mobilisation et de l'efficacité de ses équipes sur le terrain. Je vous propose de l'écouter au micro de Titi Freeman. Les chiffres de cette année sont meilleurs encore que les chiffres de l'année dernière. Ce qui veut dire que nos collaborateurs sur le terrain mouillent le maillot. Donc je voudrais profiter pour les féliciter, les encourager et qu'ils continuent dans la même direction comme nous l'avons toujours fait. Donc globalement, mes sentiments sont sentiments de satisfaction. Vous savez que la technologie a ses problèmes. Donc de temps en temps, on peut avoir quelques couacs, mais globalement, nous travaillons toujours pour corriger et améliorer la technicité de notre matériel d'enregistrement des électeurs. Les autorités municipales ont effectué des descentes pendant 3 jours dans l'arrondissement de Douala 3e dans le but de rappeler et inciter les retardataires à s'inscrire avant la clôture. Reportage Titi Freeman et Stéphane Binac. Une drague d'un autre genre au carrefour Nelson Mandela, plus connu sous le nom de Elf, à Douala, ce 31 août. Les hommes politiques profitent des dernières heures pour sensibiliser et inviter à l'inscription sur les listes électorales les populations de ce quartier du 3e arrondissement de la ville. Juste avec ta CNI, ta carte nationale d'identité, tu vas là à moins de 5 minutes, tu as ta carte de vote. Premier frein dans l'atteinte des objectifs sur le terrain, l'absence de carte nationale d'identité. Ma carte n'est pas sortie depuis. Au moins 2 ans que c'est pas sorti. On m'a caché, les gars ont j'ai perdu tous mes pièces. Et pour le refaire maintenant, c'est très difficile. Je l'ai déjà fait au moins 2 fois. Tout à le récupérer périmé, je n'ai pas eu la carte. Ceux qui ont le précieux sésame réussissent tout de même à se faire enregistrer. L'approche du terrain est porteuse de fruits à quelques heures de l'extinction des machines de l'ECAM pour le compte de l'année 2022. Hier, nous avons franchi le cap de la centaine. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrêté, mais nous n'en sommes pas si éloignés. On s'est rendu compte qu'il y a des gens, la plupart d'ailleurs, qui n'étaient pas inscrits, n'avaient pas de carte d'identité, ou alors, lorsqu'ils en avaient, ils préféraient les garder à la maison, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas prendre le risque de les garer pour se retrouver dans le traquenard de l'établissement de nouvelles cartes d'identité. Donc nous avons pensé à cet endroit précis à pouvoir apporter notre contribution également. Cette implication des leaders politiques pourrait contribuer à franchir le cap des 7 millions d'inscrits tel que souhaité par Elections Cameroun. Et le gouvernement veut réussir le challenge de la qualité de l'enseignement dans les centres de formation professionnelle pour le développement d'une ressource humaine adaptée aux besoins de l'emploi. Le ministère de tutelle vient de nouer un partenariat avec la formation professionnelle et l'Association nationale des visiteurs médicaux du Cameroun. Karel Mezatchachoya et Constant Kamga. Le Cameroun compte actuellement un peu plus de 2250 centres de formation professionnelle privés agréés. Pari gagné côté quantité de ces temples du savoir. Le grand défi, c'est celui de la qualité de l'enseignement. La convention de partenariat que scelle le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle avec le représentant de l'Association nationale des visiteurs médicaux du Cameroun ambitionne solutionner ce problème. Méthodologie. En donnant une part importante aux acteurs privés qui partent depuis les entreprises et se retrouvent dans les centres de formation professionnelle, de développer une ressource humaine formatrice adaptée aux besoins de l'emploi et également d'avoir des apprenants capables de répondre aux attentes des entreprises. Médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, sociologues, psychologues, entre autres acteurs de la visite médicale, spécifiquement concernés par ce partenariat public-privé. Il faut des spécialistes quand même de travailler avec des industriels qui viennent ici chez nous pour le transfert des technologies. Parce qu'il faut de la stratégie derrière pour avoir des gens capables de travailler pour ce transfert de technologies. L'industrialisation du pays, en passant par la formation technique et professionnelle, en bonne voie. D'où la nécessité d'y accorder plus d'attention. Le moment est venu aujourd'hui d'accorder le maximum d'attention et de priorité à la formation technique et professionnelle. C'est pour cette raison que chaque fois que j'ai des opérateurs économiques comme ceux-là
responsables de la formation technique et professionnelle, je leur dis de nous utiliser comme de levier pour promouvoir ce qu'ils sont en train de faire. L'un des axes de la stratégie nationale de développement SND 30, consacré à l'essor du capital humain, du bien-être, de la promotion de l'emploi et de l'industrialisation économique dans le pays. Dans la formation professionnelle, l'informatique est très sollicitée. Ils sont nombreux à surfer sur l'évolution du bloc 2.0, un outil d'information numérique. Nous avons cherché à en savoir davantage à l'occasion de la journée mondiale du blog célébrée ce jour. Nos reporters Kevin Mogo et Bertrand Tiassé sont allés à la rencontre des blogueurs à Yaoundé. Reportage. Waouh! Regardez ça! C'est désormais révolu, l'époque où les blogueurs se contentaient uniquement des textes pour informer le public. À ces écrits sont désormais collées des images, vidéos et autres illustrations pour mieux transmettre le message. Le blog classique est passé au blog 2.0. Il y a aussi le vlog. Le blogging 2.0, c'est tout ce qui a créé à la création de contenu digital sur les plateformes Facebook, Instagram, YouTube, où on retrouve des créateurs de contenu thématiques qui créent du contenu sur un sujet, sur des thématiques précises. Et on est quitté du simple fait d'avoir un blog pour avoir maintenant des pages, des comptes, où on partage nos créations, où on partage nos contenus. C'est sur ces vagues que surfent désormais les blogueurs. Des leaders d'opinion, influenceurs, qui via une ligne éditoriale passent l'info, transmettent le savoir, mais aussi et surtout suscitent en leurs lecteurs de la réflexion sur les problématiques de l'heure. Tout le monde peut être blogueur, tout le monde. Que tu sois pousseur, que ménager, enseignant, avocat, médecin, homme en tenue, tu peux être blogueur. En réalité, il suffit juste d'avoir un blog, de créer un blog, d'être capable d'écrire ou de faire des vidéos. Et là, quand on parle de vidéos, on parle de vlog. On parle de vlog, c'est-à-dire que tu transmets des messages, mais à travers des vidéos. De ce moyen d'expression est né un vocabulaire. Ça s'appelle blogosphère. Vocabulaire vulgarisé à l'occasion de la célébration ce 31 août 2022 de la journée mondiale du blog. Le secteur de la publicité au Cameroun souffre de plusieurs mots de messages et autres spots publicitaires incitant des comportements préjudiciables à la santé et à la sécurité, entre autres. Et depuis ce matin à Douala, les officiers de police judiciaire assermentés se moulent à la régulation du secteur de la publicité. David Sandio et Henri Tinda pour plus de détails. De la publicité non conforme, la pub mensongère, portant atteinte au crédit de l'État, ou présentant des scènes obscènes, bref, de la publicité qui n'entre pas dans le cadran de la loi, les officiers assegmentés à cette compétence spéciale se forment pour traquer les contrevenants. Il y a un nombre important de dérives sur le terrain, dans le déroulement des activités publicité. Les acteurs, par mauvaise foi, par ignorance ou par les deux, sont souvent amenés à poser des actes qui sont contraires à la loi sur la publicité. Et nous nous félicitons que ce séminaire soit organisé en collaboration avec l'Organisation nationale des agences conseils en publicité. Cette démarche qui consiste à travailler la main dans la main avec les pouvoirs publics est un bon signal. Face à la croissance de la dérive, l'Organisation nationale d'agences conseils en publicité donne l'alerte. Sous le prisme de la concurrence, la publicité s'éloigne des règles. Il y a très peu qui connaissent leurs obligations lorsqu'ils s'engagent à créer de la publicité. La publicité doit commencer par une agence de communication. Lorsqu'on a vu une affiche ou un spot qui passe, le point de départ, c'est l'agence de communication. C'est à cet endroit que l'on crée la publicité. Et la loi a encadré cette activité. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de respecter les exigences de cette loi, qui a 71 articles. Et dans les 111 articles, il y a plus de 35% qui donnent des informations sur le contrôle administratif et les sanctions pénales qui encadrent la loi. Les nombreuses entorses, le régulateur les connaît par cœur. Il promet d'ailleurs la traque. Ils sont assermentés, ils sont appelés à faire des constats sur le terrain, à élaborer des procès-verbaux et également à engager le cas échéant sous la responsabilité du procureur de la République d'éventuelles poursuites judiciaires contre ceux qui contreviendraient aux dispositions de la loi sur la publicité.
Sous l'initiative de la délégation régionale de la communication pour le littoral, la régulation du secteur de la publicité est pensée. Attention, sortez couverts, c'est le message publicitaire qui sied le mieux aux prévisions météorologiques de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Son 20e bulletin rendu public hier prévoit des perturbations du climat de septembre à novembre au Cameroun. La température et la quantité de précipitations subiront des secousses de la combinaison de la situation au niveau du Pacifique et de l'océan Atlantique. On voit cela avec Karel Nezatchouya et Constant Kamgar. En septembre, il risque de pleuvoir des cordes dans la zone soudano-sahélienne du pays, à savoir les régions de l'extrême nord et du nord. Conséquence, la population plongée dans les inondations, les habitants de l'Adamawa, ceux de la partie nord des régions du centre et de l'est ne seront pas épargnés. Des glissements de terrain dans les régions de l'ouest et du nord-ouest, également annoncés en octobre. Les hauts plateaux, le littoral et le sud-ouest, ainsi que les parties centrales et sud du centre, du soleil levant et du sud du pays, susceptibles d'être noyés dans les débordements d'eau qui submergent les terrains environnants. Même sort réservé dans pratiquement toute l'étendue du territoire en novembre. C'est ce que révèle le bulletin saisonnier de prévision des paramètres climatiques de l'Observatoire national sur les changements climatiques, rendu public à Yaoundé. Le document prend en outre le pouls de la température. Globalement, les températures vont fortement diminuer au mois de septembre. À partir du mois d'octobre 2022, il y aura une augmentation globale. Elle va encore augmenter au mois de novembre. En dehors des glissements de terrain, coulées de boue, inondations, la perte de volailles dans les fermes, la destruction des cultures et des plantations figurent en bonne place des dégâts. Quand il y a des quantités de précipitations abondantes, les produits qui sont restés en sang pourrissent facilement. Si on essaie un peu de parcourir notre secteur tel que celui de l'élevage, une augmentation de quantité de précipitations va favoriser la prolifération d'insectes qui vont conduire à des maladies. La liste est loin d'être exhaustive. C'est pour permettre aux populations de s'ajuster et s'adapter aux effets et risques liés à ces changements que ce 20e bulletin saisonnier a été élaboré. Et je vous invite à présent à me suivre à Famleng Topo, dans l'antre même de la fondation du royaume des Pediomal, appelé Banjun par les colons. Là-bas existe encore un atelier de forge traditionnelle, symbole vivant de ce que fut l'époque glorieuse de ce peuple conquérant. Ambroise Foguet a fait un tour chez Flaubert, un des derniers forgerons. Il est notre guide. Le Carrefour Topo, ce lieu culturel dans l'antre même de Tchougon, au quartier Famleng, espace originel des fondateurs de l'Adjo ou Pedjo, qu'une carence orthophonique prouvée chez les colons appellera laconiquement Banjun. À moins de 500 mètres de ce lieu sacré, la forge de Talanté Kaju, un des vestiges vivants de ce que fut la civilisation glorieuse des hautes terres de l'Ouest camerounais. Conduits dans leur retour aux sources par l'homme de culture Nubisi Wafo, ces jeunes sont certes heureux de visiter le forgeron, mais en même temps, ils sont inquiets. J'ai bien peur que ça disparaisse. Ici, si ça aura disparu, ce sera un pan extrêmement important de notre culture qui s'en ira. Ça ne devrait pas disparaître parce que il y a encore ici des outils qui sont forgés qui rentrent dans des rites de notabilité, les rites de purification et même la conservation de nos crânes. Et les papas qui sont là, j'ai peur qu'après eux, qu'il y ait plus cet outil qui est même le marqueur de toute une caste. Leur tradition de forme redoutable et quasi irrésistible érosion affecte ce qui reste du legs de ce peuple autrefois réputé auquel ils s'identifient. C'est une vérité de la palisse. La tradition, c'est le petit bout de bois qui flotte encore lorsque la barque a chaviré. Il faut sauver la forge. Il y va de l'histoire, des valeurs et même de la culture Banjun. Nul n'est jamais pris dans une histoire sans y avoir mis la main. À Banjun, comme dans tout le Grassfield, tout presque dépend des objets de la forge. Et militer pour sa survie
C'est militer pour une autre vision de la tradition que celle d'un deuil perpétuel. J'accompagnais mes papas à la forge, mais de nos jours, je n'y retourne plus. La technoscience est venue aujourd'hui développer le monde et il y a beaucoup d'objets dont on peut s'acquérir sans plus passer par la forge. C'est cette inquiétude que suscite la menace de l'effacement total et brutal de ce qui naguère fit ici la force, la grandeur et la fierté qui pousse ces jeunes Grassfield à faire un tour chez Flaubin Hoche, le dernier des forgerons. Voilà un peu plus de 40 ans que je suis forgeron. Aucun jeune ne veut plus apprendre. De nos jours, ça ne paye plus. Cette forge très ancienne est l'une des dernières réminiscences vivantes de ce qui fit des temps séculaires jusqu'à une intervalle très récente du royaume de Banjul, l'un des plus conquérants. Parlons de sport à présent et de volleyball. 3 matchs et c'est la fin pour le Cameroun au 20e championnat du monde de volleyball masculin en Slovénie. Les Lions étaient terrassés hier pour leur 3e sortie dans la compétition par les Bleus, champions olympiques en titre. Et on voit cela avec Marc Chouamot et Calvin Tekam. 3 matchs et autant de défaites pour les Lions du volley au championnat du monde en Slovénie. Opposé à la France mardi soir pour leur 3e sortie, le Cameroun n'a pas fait le poids, battu une nouvelle fois 3-7-0, 25-19 et 25-22. Les hommes de Guy Roger Nanga n'ont pas pu arracher le moindre set à une seule équipe dans ce championnat du monde de volleyball. Les Lions n'ont pas été gâtés par le tirage au sort qui a mis sur leur chemin la crème du volleyball mondial. Avec ce finish face à la France, championne olympique en titre, vainqueur de la Ligue des Nations, avec dans ses rangs l'un des meilleurs volleyeurs de la planète, Erwin Ngapet, dont les parents sont camerounais. Le joueur français a d'ailleurs été content de prendre une photo avec ceux qu'il a appelés sur son compte Facebook, ses frères du Cameroun, pour leur souhaiter un au revoir dans la compétition. Les Lions du volley rentrent donc bredouille de ce championnat du monde avec 3 défaites face à la Slovénie, l'Allemagne et les Bleus. Dans quelques jours, ils céderont la place aux dames qui monteront au filet dès le 23 septembre prochain en championnat du monde aux Pays-Bas et en Pologne. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, surtout à partir de 21h, un grand rendez-vous. Ce soir, Rodrigue Tonguer reçoit comme invité Ernesto Bama, le directeur de la division communication de la Fédération camerounaise de football. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.